Mesdames et messieurs, bonjour à la une de l'actualité de ce samedi 31 mai. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé au Caire où il prendra part à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite de voisinage sur la Libye. En visite en Algérie depuis lundi, la délégation nigériane a fait une halte à Oran où elle a visité plusieurs sites dont le complexe gazier d'Arzio. À la veille de la journée internationale de l'enfance, Raza pleure ses enfants. Yaqin Hamed, jeune influenceuse tuée sous les bombes, s'ajoute à une longue liste de jeunes victimes. Et direction la capitale, où la rue Didouche Mourad s'est transformée en un vaste terrain de jeu pour grands et petits, mêlant ateliers créatifs, spectacles et animations, le temps d'un moment convivial, un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier au Caire où il prendra part à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite de voisinage sur la Libye, prévue aujourd'hui. La réunion a pour objectif de réactiver ce mécanisme consultatif trilatéral qui ne s'est pas réuni depuis 2019. Elle sera l'occasion d'échanger les vues sur les moyens et les perspectives d'unifier les efforts des trois pays voisins de la Libye pour contribuer à mettre fin à la division entre les frères libyens et à trouver un règlement définitif à la crise libyenne, à préserver la souveraineté de l'État frère de Libye, à préserver l'unité de son peuple et de son territoire et à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La délégation nigériane présente en Algérie s'est rendue à Oran où elle a visité plusieurs points dans le complexe gazier d'Arzio. Sur place, la délégation a pu découvrir les énormes potentialités dont dispose l'Algérie et a exprimé son intention de réaliser une coopération économique étroite à travers le parachèvement du gazoduc liant le Nigeria, l'Algérie et l'Europe. C'est le compte-rendu de Yasmine Amri. L'Algérie et le Nigeria, deux pôles politiques mais aussi économiques à l'échelle africaine qui entretiennent des relations fondées sur des intérêts communs et un objectif partagé de développement. Dans ce contexte, des cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques ont visité des installations énergétiques de Sonatrach à Arzeu, illustrant le renforcement des échanges et de la coopération entre les deux pays. Nigeria is looking forward to Algeria for the commercial pipeline of. Le Nigeria attend avec impatience l'Algérie pour la commercialisation de son gaz vers l'Europe. Nous avons de grandes attentes et espérons que la coopération entre nos deux pays, Nigeria et Algérie, continuera à se renforcer au bénéfice de nos peuples frères. To the benefit of the good people of both countries and our two brotherly nations. Dans le cadre de la législation algérienne et grâce à sa place prédominante sur le continent, l'Algérie est devenue une destination privilégiée pour les Africains, attirés par son expertise humaine et son potentiel économique. L'objectif de ces visites est l'échange d'expertise avec l'Algérie, notamment quand vous le savez, le Nigeria est un pays africain stratégique avec des entreprises clés dans plusieurs secteurs. Ce partenariat est essentiel pour renforcer le partage de savoir-faire entre le Nigeria et l'Algérie. Une coopération algéro-nigérienne multidimensionnelle est de nature à faire progresser l'établissement de partenariats solides, prometteurs et influents. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation au Soudan et au Sud-Soudan, le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama, s'est exprimé au nom du groupe des trois, composé de l'Algérie, de la Sierra Leone et de la Somalie, réaffirmant l'engagement constant de ce groupe à maintenir un dialogue actif avec l'ensemble des États membres. Cette démarche vise à garantir que les questions encore en suspens soient pleinement prises en compte dans le cadre des prochaines délibérations du Conseil. On écoute cette déclaration de Amar Benjama.
L'Union africaine a toujours plaidé pour des sanctions efficaces, équilibrées et en appui aux efforts de paix des États membres. Fidèle à cette position de principe, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie se sont abstenus lors du vote de cette résolution. Aujourd'hui, notre pays réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés des autres États membres pour que cette question et d'autres encore en suspens soient pleinement prises en compte dans les futures délibérations. Et à Gaza, le génocide se poursuit. Les bombardements sionistes redoublent d'intensité, faisant chaque jour de nouvelles victimes, parmi lesquelles de nombreux enfants. Dernière en date, Yaqin Hamed, une jeune influenceuse suivie par des milliers d'internautes pour ses vidéos du quotidien sous les bombes et son engagement humanitaire. Le nombre de jeunes victimes ne cesse de grimper, révélant l'ampleur des souffrances que subissent les Razaouis. Yamina Saïchi. Elle s'appelait Yaqin Hamed, la plus jeune influenceuse de Gaza. À seulement 12 ans, elle consacrait son temps au travail humanitaire et au journalisme. Toujours le sourire aux lèvres, elle filmait son quotidien, ses jeux, ses rêves, entre deux coupures d'électricité et les frappes aériennes sionistes. Son dernier message, une vidéo où elle sourit. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé sans vie sous les décombres. La veille, elle souriait face à la caméra, les yeux remplis d'espoir. Et le lendemain, elle devient une victime de plus, comme des milliers d'enfants avant elle. Des enfants comme Yaqin, il y en a des milliers littéralement. Selon le ministère de la Santé palestinien, plus de 14 500 enfants ont été tués depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Des corps sortis par dizaines des ruines d'écoles, d'abris, de maisons, des enfants déchiquetés, brûlés, étouffés sous les décombres. Des enfants ciblés au quotidien et personne n'est là pour les protéger. Dans les hôpitaux, les soignants sont à bout de moyens. Il n'y a plus de morphine, plus de matériel, ni de médicaments. Des enfants sont amputés à vif, faute d'anesthésie. D'autres restent allongés, sans soins, car il est devenu impossible de les prendre en charge. Face à l'urgence, les équipes médicales improvisent comme elles le peuvent. Dans des conditions extrêmes, et chaque jour, il faut décider dans l'urgence qui peut encore être sauvé. Le nombre de victimes augmente, les corps s'accumulent et les morgues n'ont plus de place. Les familles n'ont même plus le temps de faire leur deuil. Pendant que la machine de guerre sioniste écrase tout sur son passage, les Palestiniens creusent. Ils pleurent, ils enterrent et ils recommencent. Ce ne sont plus des dégâts collatéraux, ce sont tout simplement des crimes prémédités, perpétrés contre des enfants innocents. Des enfants tués méthodiquement par des frappes ciblées, et pendant que les chanceliers débattent, Gaza enterre ses enfants en silence. La question n'est plus combien sont morts, mais combien en reste-t-il à tuer ? Et pendant que l'armée d'occupation sioniste cible sans distinction enfants et adultes, les survivants, eux, cherchent désespérément un refuge, pris au piège des déplacements massifs et d'une famine qui menace toute la région. Rina Lerari. À Gaza, la situation ne cesse de s'aggraver, avec un quotidien marqué par les bombardements intensifs de l'armée d'occupation sioniste. Pas moins de 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et une dizaine d'autres ont été blessés suite à une série de raids aériens violents et consécutifs sur le quartier d'Al-Daraj à Gaza et le quartier d'El-Amel à Khan Younes. Face à cette brutalité sans répit, le déplacement forcé devient un acte de survie pour pas moins de 200 000 personnes qui prennent la fuite, poussées à l'exil dans l'espoir d'échapper aux tirs d'artillerie meurtriers.
C'est la 4e fois que nous sommes déplacés du sud vers le nord. De Tel el-Za'atar au camp de Jabalia, nous fuyons constamment, de la nuit à l'aube, avec pour seul espoir de trouver un abri. Mais chaque endroit où nous cherchons refuge est ciblé par les bombardements, ce qui nous pousse à repartir chaque jour pour trouver un nouveau lieu où nous protéger. À une crise humanitaire sans précédent s'ajoute une menace de famine à grande échelle pour la population razaoui suite au blocus humanitaire imposé par l'occupation sioniste. Plus de la moitié des convois d'aide n'ont pas pu être acheminés, bloqués au point de passage, laissant des milliers de familles sans accès aux produits de première nécessité. On se lève dès 6 h du matin dans l'espoir de recevoir un peu de nourriture. Et parfois, on ne trouve rien à manger. J'ai 7 enfants à nourrir. Que suis-je censé faire? Nous n'avons vraiment rien à manger. Regardez cette marmite, elle est vide. Par moments, on se contente d'une simple tasse de thé pour tenir toute la journée. Ou si on a la chance d'un maigre repas. Selon l'UNRWA, plus de 50 000 enfants palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive sioniste sur l'enclave palestinienne. La détérioration des conditions de vie a atteint un point critique, franchissant toutes les limites de l'inhumain, laissant des milliers de Razaouis livrés à eux-mêmes face à l'un des pires génocides que l'humanité ait connu, sans avenir certain, sans protection et sans répit. Le conseil municipal de Barcelone a voté hier en faveur de la rupture des relations avec l'entité sioniste suite aux violations graves du droit international et des droits des Palestiniens commises par l'entité sioniste. La motion soutenue par le Parti socialiste au pouvoir ainsi que par des groupes d'extrême gauche appelle à la fin de toutes les relations officielles avec l'entité sioniste jusqu'à ce que le respect du droit international et les droits fondamentaux du peuple palestinien soient rétablis. Lors d'une séance publique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité son rapport annuel pour 2024. Il y affirme les paramètres de résolution de la question du Sahara occidental en mettant l'accent sur le droit à l'autodétermination. Le rapport revient sur l'ensemble des décisions prises dont celle liée à ce dossier. Yamina Saïdji. N'en déplaise au Marzen, qui nie tous les droits humains des Sahraouis, le Conseil de sécurité s'exprime sans détour. Le chemin vers l'autodétermination du peuple sahraoui est clairement tracé. Réuni en séance publique, l'organe exécutif de l'ONU a adopté à l'unanimité son rapport annuel au titre des activités de 2024. Un document qui revient sur les grands dossiers inscrits à son ordre du jour, à commencer par celui du Sahara occidental. Dans ce chapitre, le Conseil de sécurité a posé sans emballage les mécanismes fondamentaux du règlement du conflit du Sahara occidental. Ainsi, le rapport rappelle que le Conseil a continué à tenir des consultations semestrielles sur la situation au Sahara occidental, à l'occasion desquelles il a entendu des exposés du représentant spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, et de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. À noter particulièrement le passage suivant qui ne laisse aucun doute sur la voie à suivre pour parvenir à une solution à la question du Sahara occidental. Les membres du Conseil ont réaffirmé l'objectif d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour le Maroc et le Front populaire pour la libération de la Saria al-Hamra et du Rio de Oro, qui permettent de créer les conditions de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et de conclure que c'est dans cette perspective que le Conseil a adopté le 31 octobre la résolution 2756 par 12 voix pour et 0 contre, avec 2 abstentions. Un membre n'a pas participé au vote. Par cette résolution, le Conseil a reporté le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. Pour le Conseil de sécurité, la voie est tracée. Une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour le Maroc et le Front Polisario qui garantit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, déterminé plus que jamais à recouvrer sa souveraineté. La situation critique à Gaza n'a pas empêché le Marzen de s'enliser dans sa collaboration militaire avec l'entité sioniste, de plus en plus dénoncée. Des rapports font état d'exercices conjoints, de formation aux techniques de guerre et même de la participation de soldats marocains aux côtés des forces d'occupation. Une implication dénoncée par des voix marocaines et palestiniennes qui parlent de trahison et de complicité dans des crimes de guerre. Badia Amami.
Alors que les Palestiniens tombent en martyrs chaque jour sous les bombardements à Rafah, Jabalia et Shujaiya, que les corps des enfants et des femmes sont carbonisés, des rapports évoquent une coopération militaire entre l'entité sioniste et le Makhzen. Ce dernier ouvre son territoire à l'armée sioniste. Il s'agit là d'une normalisation militaire qui dépasse largement le cadre diplomatique, puisqu'ils entraînent même des civils marocains pour combattre aux côtés de l'armée sioniste dans des zones sensibles comme Raza. Ces échanges théoriques et pratiques sont menés dans le cadre d'exercices conjoints et de techniques de guerre comme l'usage des tunnels, objectif permettre aux militaires marocains de s'aguerrir aux techniques de guerre urbaine. Ils sont en train de tuer nos frères, c'est des assassins. Ils constituent un danger pour les Palestiniens et les musulmans. Il n'y a pas de guerre menée dans le monde sans qu'il n'y ait une main sioniste derrière. Le Makhzen est allé encore plus loin puisqu'il a mobilisé des soldats dans des milices pour combattre dans les rangs des forces d'occupation et participer ainsi dans les crimes génocidaires à Raza. Les images diffusées par des médias de l'occupant depuis le territoire marocain ont entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et ont fait le tour des médias arabes et étrangers. Ce scandale militaire a été qualifié par des militants marocains et même palestiniens de haute trahison envers l'humanité. À la veille du BEM, retour sur la semaine dernière dans un collège de Béchar qui a transformé ses salles en camp de révision fermé. Hébergement, repas et encadrement ont été assurés sur place pour offrir aux élèves un cadre favorable à la concentration idéale pour préparer l'examen de demain. Jawida Bab Ahmed. À la veille de l'examen du brevet d'enseignement moyen, une initiative sans précédent voit le jour. Des élèves s'engagent à passer 7 jours entiers au sein de leur collège, sans en sortir. Ce camp de soutien pédagogique et psychologique est une première qui mérite l'attention. Notre but à travers l'organisation de ce camp, c'est de préparer l'élève du BEM d'une manière très amusante et unique. Ce que nous avons remarqué lors de notre visite à ce camp, c'est que la restauration et l'hébergement ont été soigneusement pensés. Encadrés par une équipe éducative engagée, les élèves ont transformé cette semaine en un moment de rigueur et de concentration. Déterminés à tirer le meilleur parti du programme du camp, tant sur le plan scientifique que psychologique. Tous les moyens nécessaires pour une bonne préparation à l'examen se trouvent ici. Inch'Allah, on serait premier au niveau local. C'est une première dans la wilaya de Béchar. Nous sommes très contents de cette initiative. Il s'agit d'une révision complète des leçons. Après que l'élève a tout appris par cœur chez lui, ici, il pratique ce qu'il a révisé. S'il a des questions ou des failles, il les traite avec le prof. Cette démarche novatrice a rencontré une forte adhésion des parents, qui y ont vu une preuve concrète de l'engagement envers la réussite de leurs enfants. Je suis représentant des parents et j'ai la confiance totale à cette initiative. Un camp pour réviser et se bien préparer aux examens, un modèle inspirant, porteur d'espoir, prouve qu'avec volonté, accompagnement et innovation, l'école peut devenir un véritable tremplin vers l'excellence. Ce week-end, la rue Didouche Mourad à Alger s'est transformée en un grand terrain de jeu sans aucune voiture. Ateliers créatifs, spectacles, animations, petits et grands ont profité d'une journée festive en plein cœur de la capitale. Rosa Arnay, Yanis Aït Belkacem. Une atmosphère détendue a redonné vie au cœur d'Alger à l'occasion de la journée sans voiture, de la place Maurice Audin jusqu'à la mythique Grande Poste. On est venu de France pour rendre visite à nos familles. On est très content de voir qu'il y a ce genre d'initiatives et d'activités pour les enfants à Alger Centre. Nous sommes venus de Rouiba pour nous amuser et déstresser avant les examens. Vraiment les initiatives هذوما لازم يتعاودوا parce que Alger شابه هكذايا وشابه encore مليح les événements هذو. Les enfants au centre de cette journée ont laissé libre cours à leur imagination. D'autres ont opté pour les jeux de réflexion, les défis d'équipe et même un match de volley-ball improvisé dans une ambiance joyeuse et sportive.
Nous sommes ici pour nous ressourcer, échanger d'environnement entre amis et en famille. Il y a beaucoup d'activités, c'est très intéressant pour nous. Je suis venue avec mon équipe sportive d'Alger Centre. Il y a plein d'autres activités pour déstresser. Nous sommes en vacances et nous sommes très contents de voir toutes ces activités pour animer cette journée sans voiture. Ainsi, les plus jeunes ont pleinement profité de cette journée, riche en activités, une parenthèse joyeuse et conviviale qui a animé les artères de la capitale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.